l'Académie diplomatique et consulaire est partie sillonner la France avec les petits séminaires. Notre but ? Approfondir le dialogue entre chercheurs et diplomates autour d'un thème, la diplomatie scientifique. Nos échanges ont commencé à Paris, à l'Institut Pasteur, sur les thématiques de la santé mondiale dans un contexte de remise en cause des principes d'équité et de solidarité. Dans un but clair, apporter une réponse commune entre diplomates et scientifiques, car la santé mondiale ne se défend pas seulement dans les laboratoires, mais aussi dans les enceintes diplomatiques. Ensuite, il était temps de quitter la capitale. Après quelques heures de train, nous sommes arrivés à l'EM Lyon Business School. Au programme, intelligence artificielle et ses impacts sur la diplomatie numérique. En effet, garder la maîtrise de l'IA est essentiel pour la souveraineté française et européenne. En route vers le sud de la France, au CIRAD. En discussion, comment utiliser les apports scientifiques dans les négociations multilatérales, notamment sur les thèmes du changement climatique, de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. On s'approche de la fin du cycle et direction Orléans au BRGM. Les nouvelles technologies et la transition énergétique requièrent toujours plus de ressources minérales critiques, mais la production est en baisse. Le suivi et la protection des chaînes d'approvisionnement relèvent donc d'une importance stratégique. Dernier arrêt à Toulouse, au CNES, pour discuter de la diplomatie spatiale, un domaine en pleine reconfiguration à cause de l'émergence d'acteurs privés et de la redéfinition des cadres de gouvernance internationale. Le défi, désormais, concilier coopération multilatérale, souveraineté stratégique et bien commun. Tout au long de cette année, les petits séminaires ont réuni des centaines de diplomates et chercheurs pour mettre en lumière la diplomatie scientifique. Ce cycle se conclut ici, au Mines Paris, avec le grand séminaire et ses tables rondes qui mettront à l'épreuve les conclusions de tous nos échanges. Bonne participation! Donc, pour introduire cette journée, nous allons écouter notre directeur général, Godefroy Beauvalet. J'ai juste oublié de faire deux petites annonces. Le fait que toute la journée va être traduite, donc vous avez des casques disponibles anglais-français, et nous ne garantissons pas la langue d'intervention des intervenants. C'est eux qui choisiront. Et une deuxième chose, au cours de nos débats, nous utiliserons un outil WooClap qui vous permettra de ne pas vous exprimer en direct, mais de nous envoyer vos questions. Et pour cela, vous avez un code barre, un peu sur les programmes sur l'écran, pour vous permettre de télécharger l'application. Et il y a le code Wi-Fi aussi. Godefroy, à toi. Merci Nadia. Merci, alors moi je vais m'exprimer en français. Je suis très heureux de vous accueillir à l'École des Mines, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, chers partenaires de l'Institut TTI.5, chers amis. Donc, bienvenue dans l'amphithéâtre Poincaré et dans ce double événement, le Forum TTI.5 2026 et le grand séminaire de l'Académie diplomatique et consulaire. Et c'est pas loin de 2 années de travail qui convergent aujourd'hui parce que vous avez vu dans le film qui nous a introduit, puisque vous êtes à l'École des Mines physiquement et vous êtes virtuellement dans l'Académie diplomatique et consulaire, et le film est venu scander ça, travaillent ensemble. Depuis 1 an, on l'a vu dans le film, mais en fait plus de 6 mois avant, puisqu'il a fallu monter ce programme très riche d'échanges dont nous sommes très satisfaits et qui a été vraiment monté en commun. Donc je veux remercier l'équipe de TTI.5 et emmenée par Nadia Maïzi tout au long de l'année, le secrétariat général duquel, l'Académie diplomatique et consulaire, Didier Lebray et son équipe. Merci aussi aux partenaires. Merci au professeur Daniel Franks de l'Université Queensland pour sa keynote et aux autres intervenants. Alors, venir d'Australie en ce moment, c'est toujours long et en ce moment c'est particulièrement compliqué. Donc merci à vous. Merci aussi aux mécènes de l'école et notamment BNP Paribas, Total Energy, Safran, Argos WITU, EDF, Eiffage, Dassault Systèmes, Forbis Mazars et Ortec qui soutiennent nos activités dans le cadre de TTI.5. Et puis alors le risque quand on nomme, c'est qu'on peut oublier. Donc j'espère que je n'ai oublié personne. Je voudrais faire 3 séries de remarques pour expliquer en quoi ce n'est pas du tout un hasard si nous avons
aujourd'hui dans la salle à la fois les partenaires, les amis, les membres de TTI.5, l'Institut de la transition climatique énergétique globale de Mines Paris PSL, et les membres, amis, affiliés, alumni de l'Académie diplomatique et du CHEAD, qui sont ici ensemble. On peut se dire que diplomates et scientifiques se fréquentent peu, peut-être pas assez. Et ben, comment est-ce qu'on constitue un élément comme ça, et pourquoi ici ? Alors, vous vous rappelez d'abord, et c'est la première série de remarques, que vous êtes dans une école qui a été fondée sur l'ouverture internationale. La fondation de l'école, elle est sur le besoin de se doter de compétences minéralogiques en France. Et pourquoi ? Parce que la monnaie c'est constitué de métal, et que donc à un moment il fallait comprendre où est-ce qu'on pouvait trouver efficacement du métal. Donc là nous sommes au XVIIIe siècle, bien sûr, et c'est l'Allemagne qui domine le monde des mines, pas en tant que puissance, l'Allemagne existe à peine à l'époque, mais en tant que compétence, que réservoir de compétences. La langue de la mine, c'est l'allemand. Le livre le plus ancien que nous conservons à la bibliothèque de l'école, le Bergbuchlein, le petit livre des collines, est écrit en langue germanique, parce qu'à l'époque, la langue de la mine, c'est l'allemand. Et ceci est vrai à l'époque, ceci est resté vrai longtemps, et aujourd'hui, bien sûr, l'école continue à être active, et tout au long de son histoire, elle a accompagné ces questions minéralogiques, et le voyage d'études est une des marques pédagogiques de l'école des mines. Donc l'ouverture de l'école des mines, nous avons une bibliothèque pour ramener les journaux de voyage, nous avons un musée pour ramener les échantillons des voyages d'études. Donc cette question de aller et revenir, de l'activité internationale intrinsèque est vraiment au cœur de ce que fait l'école. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui ces deux populations qui ont beaucoup à gagner à la fréquentation de l'une de l'autre. D'autant plus que l'école des mines a, je dirais, 4 métiers. La formation, ça tout le monde peut s'en douter. La recherche, ça on le sait suffisamment. L'innovation, nous avons dans la salle des start-upers issus de l'école des mines. La relation avec les entreprises autour de l'innovation est quelque chose d'essentiel dans la recherche partenariale à l'école. Et puis nous avons un 4e métier que, faute de mieux, j'appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire là où il n'y a pas assez de savoir scientifique, contribuer à en apporter. Et là où on aurait tendance à oublier qu'il y a besoin d'une sensibilité aux enjeux politiques, économiques, sociaux, leur faire de la place. Donc c'est vraiment un mouvement d'aller et de retour, de porosité qui doit être des deux côtés. Je mets ça sous l'égide de Blaise Pascal, et je ne résiste pas à vous citer un fragment des Pensées, une apostrophe au prince, dont je crois l'actualité particulièrement intéressante aujourd'hui. Alors il parle de l'économie du monde, c'est-à-dire de la manière à l'époque de gérer la planète. Donc le prince, sur quoi la fondera-t-il, l'économie du monde qu'il veut gouverner ? Sera-ce sur le caprice de chaque particulier ? Mais alors quelle confusion ! Sera-ce sur la justice ? Mais quelle justice ? Il l'ignore. Les législateurs n'auraient pas pris pour modèle, au lieu d'une justice constante, les fantaisies et les caprices des Perses et des Allemands. On verrait la justice plantée par tous les États du monde et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Alors nous savons bien que 3 degrés, ça change tout. Blaise Pascal parlait de 3 degrés d'élévation, donc le long d'un méridien, nous savons que c'est 3 degrés centigrades qui changent tout, mais il y a vraiment cette nécessité de mettre en correspondance même la vérité, Blaise Pascal parle de la vérité, alors la vérité morale, dans le cas de Pascal plutôt, elle est changeante au gré de la politique, des lieux, des cultures, des institutions, et donc nous savons à l'école des mines que il y a des faits scientifiques, mais il y a surtout des faits socio-techniques. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Ce qui m'amène, c'est pour ça que nous avons choisi d'appeler notre Institut de la transition TTI 1.5, pour nous rappeler ce 1.5 degré qui est à la fois une borne scientifique, mais aussi une borne politique, qui a été posée, non pas par des scientifiques, mais par un traité international. Ce qui m'amène à la deuxième série de sujets, qui est que à l'école des mines, la transition climatique, la transition globale, est vraiment un sujet essentiel. Depuis 2022,
nous avons choisi, avec TTI.5, de mailler, de désiloter les enjeux liés aux questions climatiques et d'avoir une approche globale, parce que les enjeux se superposent. Alors nous y avons 33 projets de recherche disciplinaires, TTI.5 les a soutenus, nous avons publié 17 notes d'éclairage, au-delà de centaines de papiers de recherche, bien sûr, mais aussi 16 webinaires, 8 podcasts. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire du reach out, comme on dit en bon franglais. Et puis le forum annuel, depuis 2023, sur des sujets qui sont très souvent liés aux enjeux diplomatiques, puisque nous avons travaillé sur les enjeux sécuritaires, nous avons travaillé sur les regards africains sur le changement climatique, l'année dernière sur s'inspirer de la nature, et puis cette année, donc bien sûr, l'environnement, les sciences, les technologies dans l'élaboration de la politique étrangère. C'est les enjeux de l'année, je dirais que les souverainetés convergent dans une seule capacité à agir ou à influer, et j'aurais tendance à dire, ou pas. Et il convient régulièrement de s'intéresser aussi à ce ou pas, parce que la diplomatie est parfois faite d'échecs, parce que la capacité à agir, à influer de la France, elle est à la mesure de ce qu'on est. Et les questions d'énergie, de technologie, de climat, mais aussi les questions sanitaires, industrielles, de logistique, convergent toutes dans une diplomatie scientifique qui n'est au fond qu'un morceau de la diplomatie est totalement interconnecté avec le reste. Cet enchevêtrement des enjeux et cette question des relations sens-société, je voudrais conclure par cette troisième série de remarques, elle repose sur parfois une ambiguïté, une confusion sur la place de la science. Quand on dit la science, parfois on y met un grand S. Alors nous savons à l'École des Mines, où il y a un centre de sociologie de l'innovation, où nous travaillons sur ces sujets depuis longtemps, où la théorie et la pratique voisinent, où nous sommes prudents par rapport aux revendications d'autonomie complète de la science. On travaille sur la pertinence économique autant que sur l'excellence académique, ça ne va pas de soi de parler de la science et de s'appuyer sur la science. On a une méfiance croissante, entretenue. Dans certains pays, elle devient dramatique. Enfin, je ne vous renvoie pas un grand pays d'Amérique du Nord qui n'est pas le Canada, qui aujourd'hui entretient une méfiance croissante dans ses élites, en tout cas dans ses élites politiques, sur la science. Il y a une accélération soudaine. Aux États-Unis, dans le projet de budget 2026-2027, vous avez une division par 2 du budget des agences de soutien à la science. Ce n'est pas le cas partout. Pendant ce temps-là, la Chine atteint 1/3 des auteurs dans les articles scientifiques, dans les 5% des revues les plus citées dans le monde. Alors voilà, ça dit qu'il y a de la politique derrière le rapport à la science, bien sûr. Et donc ça nous a paru tout particulièrement important dans TTI.5 de poser comme axe de travail la planète comme enjeu d'influence et de contribuer à la levée d'ignorance entre ces communautés. Je pense notamment aux travaux du CSI et de Béatrice Cointe sur la construction des grands indicateurs de la politique climatique mondiale. Et je vous disais, ce 1,5 degré, il est à la fois fondé en sciences et fondé en politique, et c'est ce qui lui donne une forme de robustesse, en tout cas comme bâton planté dans le sable. Ce travail n'est pas à sens unique, et bien sûr, les académiques doivent apporter des connaissances, et parfois apporter aussi des ignorances. Je pense que ça fait partie du rôle des scientifiques de dire « Monsieur le ministre, ça on ne sait pas. Monsieur le Président, ça on ne sait pas. » Et parfois, il faut savoir qu'on ne sait pas. Et les politiques n'aiment pas savoir qu'on ne sait pas. Enfin, c'est vrai aussi des diplomates, je pense d'ailleurs. Mais c'est dans ce sens-là. Bien sûr, les académiques doivent apporter, mais réciproquement, il y a une irréductibilité du politique, du diplomatique, une liberté qu'on ne doit pas ignorer en tant que scientifique, au risque, sinon, d'être dans l'instrumentalisation. On voit qu'aux racines du populisme, il y a le « there is no alternative ». Si on enrôle les résultats de la recherche en disant que puisqu'il y a ce problème, la seule solution possible, c'est celle que politiquement on veut, et de faire une sorte de coup de force rhétorique, celui contre lequel nous met en garde Blaise Pascal, alors on détruit l'adhésion à la science. C'est les problématiques bien classiques de ce qu'on appelle le coping en théorie psychologique. Quand vous ne supportez pas les conséquences, alors le plus simple c'est de nier les symptômes, et si vraiment vous ne pouvez pas nier les symptômes, alors vous nierez la causalité. On le connaît en médecine, c'est vrai aussi pour la médecine de la planète. Et il y a des débats climatiques qui sont sur ça. Donc les scientifiques sont aussi sensibles à ces sujets-là, travaillent sur ces sujets-là, et ils savent aussi que ce qu'ils disent peut être weaponized, peut être rendu violent, et que dans la relation avec les politiques, il y a parfois des ambiguïtés fructueuses, et parfois des ambiguïtés qui ne le sont pas. Regardons par exemple la notion d'espèce invasive, qui est évidemment très importante en écologie, mais qui aujourd'hui fait l'objet de reprises politiques qui sont weaponized dans une vision du monde qui jette les peuples les uns contre les autres.
Voilà les 3 séries de remarques que je voulais faire qui fondent l'importance de cette rencontre et les intérêts communs, les actions parallèles que nous avons entre Mines Paris PSL et le ministère des Affaires étrangères. Nous travaillons ensemble sur la formation continue, sur l'ouverture entre diplomatie et société civile, le CHEAD, le cycle des hautes études de l'Académie diplomatique. Nous y avons envoyé nous en avons 2 anciens, par exemple. Nous avons aussi une offre de formation qui se décline à l'international. Par exemple, le Water Leadership Programme, que peut-être qu'on peut suivre du monde entier. Puis nous avons lancé cette année un cycle de conférences sur l'économie internationale avec la Direction générale du Trésor, qui contribue aussi à cette connaissance. Puis à l'autre bout du spectre, et je m'adresse là à nos amis de l'Académie diplomatique qui ne connaissent pas bien l'école, nous lançons en septembre un bachelor international en ingénierie responsable pour les jeunes. Là, on est sur le Bac+0 à Bac+3, qui est aligné sur les objectifs du développement durable de l'ONU, qui décline le référentiel de l'ingénierie engagée dans la transition de l'UNESCO. C'est Audrey Azoulay, l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, qui en est la première marraine. Donc n'hésitez pas à le faire connaître, ceux d'entre vous qui seraient en poste ou qui viendriez à vous y trouver. Nous avons besoin de faire connaître cet outil, je crois, d'influence de la France et aussi de fertilisation de notre ingénierie. Et puis nous avons voulu donner la parole aux jeunes aujourd'hui, des chercheurs, des start-upers, des anciens élèves, des doctorants, des étudiants. On remettra un prix tout à l'heure de la controverse climatique pour savoir si les Jeux Olympiques 2030 sont une chance ou un drame pour la transition écologique, ou plutôt comment en faire une chance pour la transition. Est-ce qu'il est possible de le faire? On va voir, ce sera un sujet, c'est une controverse. Et l'alliance avec la génération montante est un impératif, c'est un des rôles de l'école. La journée, elle est organisée pour faciliter les découvertes, les rencontres, les inspirations, les connexions. Elle sera réussie, au fond, je vous propose trois objectifs pour la réussir. Rencontrer quelqu'un que vous ne connaissiez pas, ça c'est pas le plus dur. Plus dur, changer d'avis sur quelque chose. Et puis, le faire connaître sur les réseaux sociaux, parce que nous vivons dans la société du spectacle et que ça fait partie du jeu et de ce que nous faisons, au-delà de la joie de vous avoir tous ensemble dans l'amphithéâtre Poincaré ce matin. Merci à toutes et à tous. Et je vais... Pardon, c'est toi qui fais. Merci beaucoup, Godefroy. Et donc, nous avons le plaisir maintenant d'écouter Martin Briens, secrétaire général du Quai d'Orsay. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et avant toute chose, merci Monsieur le Directeur Général, cher Godefroy Beauvalet, merci de vos mots de bienvenue. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir ce 2e grand séminaire organisé conjointement par l'École des Mines et l'Académie diplomatique et consulaire. Alors, l'École des Mines, c'est un fleuron de l'excellence française, fondé juste avant la Révolution française dans le but de former, je cite, des directeurs intelligents. Et c'est aussi une école particulièrement ouverte à l'international, avec plus de 40 coopérations dans le monde. Et donc, c'était d'une certaine façon très naturel que nous travaillions avec les mines pour ce temps fort d'un cycle consacré à la diplomatie scientifique et dont vous avez vu en image le déroulement. Et je voudrais saluer particulièrement la collaboration très fructueuse que nous avons établie avec l'Institut de la Transition, qui a activement contribué à l'organisation de cette journée, et remercier sa directrice, Nadia Maizi, qui est aussi une ancienne auditrice du Collège des hautes études de l'Académie diplomatique de la promotion 2023. Et c'est une preuve, si on avait besoin, que science et diplomatie cheminent ensemble. Je voudrais remercier aussi, en introduction, le professeur Daniel Franks, qui nous vient de loin, de l'Université du Queensland, et qui nous fait l'amitié d'ouvrir ce grand séminaire par sa conférence inaugurale. Enfin, je voudrais saluer la présence parmi nous de Catherine Lagneau, présidente du BRGM, qui a accueilli récemment une quarantaine de diplomates à Orléans, comme vous l'avez vu, pour un de ces petits séminaires. Et puis, pour terminer les remerciements, je voudrais remercier Didier Lebray et toute l'Académie diplomatique et consulaire qui permet chaque mois à de jeunes diplomates de découvrir des lieux d'excellence scientifique et technologique et de dialoguer au fil des experts, avec des experts au cours de ces petits séminaires
qui permettent à la fois de les sensibiliser et de les former sur ces sujets. Alors, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait souligné avec humour l'an dernier que après le petit séminaire, ils entrent maintenant au grand séminaire. Pour autant, ça fait pas des séminaristes, mais ça témoigne d'une chose qui est d'ailleurs inscrite dans la devise de l'Académie diplomatique et consulaire, que la diplomatie est une vocation et, pour ne pas dire, un sacerdoce. Alors, je voudrais, en ouverture de cette journée, rappeler en quelques mots le sens de notre initiative et aussi nos attentes. L'an dernier, donc, avait eu lieu la première édition qui s'était déroulée à Sciences Po et le thème avait été « L'action internationale de la France, l'affaire de tous ». Et je crois que c'est très fondamental. C'est que les affaires étrangères concernent avant tout la France et les Français et cette initiative s'inscrit tout à fait dans cet état d'esprit. Et donc il est absolument capital pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'expliquer, de présenter ce qu'il fait dans toutes ses dimensions et être toujours plus ouvert sur la société civile, le monde de la recherche, le public étudiant, et c'est tout le sens de ce grand séminaire. Et les grands défis contemporains, qu'ils soient technologiques, écologiques, sanitaires, migratoires, exigent un décloisonnement des savoirs, et donc il était logique que nous fassions appel aux chercheurs pour nous accompagner, pour nous sensibiliser, pour nous challenger aussi, nous stimuler, bref, pour nous aider à mieux voir le monde en face dans toute sa complexité. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont moins familiers de nos métiers, de nos actions, et je voudrais juste dire en quelques mots ce que nous faisons au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Fondamentalement, notre mission centrale, c'est défendre et promouvoir les intérêts de la France et des Français auprès des pays étrangers, au sein de l'Union européenne et dans les organisations internationales. Et pour cela, nous mettons en œuvre 5 grandes missions. La première, c'est notre action dans le monde pour la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Et vous le lisez tous les jours dans l'actualité, ce monde est traversé par des crises, des conflits simultanés, avec une violence aujourd'hui largement désinhibée et un contexte d'érosion des cadres multilatéraux. Et donc, dans ce contexte extrêmement turbulent, incertain, dangereux, la mission de la diplomatie française est de faire en sorte que la France, par sa voix, par son positionnement, par son action, soit à l'initiative et capable de faire émerger des approches diplomatiques créatives qui favorisent la résolution des crises. Et juste pour vous donner un exemple, ces jours-ci, nous sommes à la manœuvre par le président de la République, par le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, par nos diplomates sur le terrain pour pousser à un cessez-le-feu, non seulement celui qui a été annoncé entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi au Liban, qui est dévasté. En complément de cette action, nous avons pour mission d'éclairer les Français sur la situation internationale. Ça, j'ai envie de dire, c'est la première grande mission historique du Quai d'Orsay, la paix et la sécurité. La deuxième grande mission, c'est notre contribution à un développement durable et équilibré de la planète. Et donc, nous travaillons tous les jours, et même si le contexte s'y prête moins aujourd'hui, à l'élaboration de règles communes pour préserver le climat, la biodiversité, les océans, mais aussi pour faire face aux autres grands enjeux globaux. Par exemple, dans le domaine de la technologie, tout le monde se pose la question de la régulation du développement extraordinaire de l'intelligence artificielle, ou dans celui de la santé. Et nous avons organisé, mardi, à Lyon, un grand sommet qui s'appelait One Health sur justement tous ces enjeux de santé pour lesquels, la pandémie l'a montré, il faut des solutions coopératives. Et toujours dans ce même état d'esprit, nous participons à la solidarité internationale en organisant d'une part l'aide humanitaire pour répondre aux situations d'urgence, mais aussi l'aide au développement de la France. Donc en protégeant les biens publics mondiaux, en luttant contre les inégalités, on participe aussi à cette prévention des crises et des impacts qu'ils pourraient avoir sur notre pays via les migrations par ailleurs, et pas seulement. Tous ces grands sujets vont être au cœur du G7
que la France va présider au sommet d'Évian du 15 au 17 juin prochain. Troisième mission, la promotion des entreprises françaises à l'extérieur, mais aussi de l'attractivité de la France pour les investissements étrangers créateurs d'emplois. Et donc nous sommes vraiment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, évidemment avec beaucoup d'autres acteurs, mais nous sommes là pour défendre et promouvoir l'emploi et l'économie française, dans les deux sens. Quatrième mission, la diffusion des idées, de la langue et de la culture française, tout en promouvant la diversité culturelle et linguistique. Et pour ça, on peut s'appuyer sur un certain nombre d'opérateurs de l'État, comme l'Institut français, mais aussi sur notre réseau culturel. Et ça veut dire aussi que nous devons être capables d'attirer dans nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche les meilleurs talents pour contribuer au rayonnement scientifique de notre pays. Et je sais qu'il y en a ici, aux mines. Et vraiment, c'est un point très important et c'est souvent oublié, mais la France est le pays non anglophone qui attire le plus d'étudiants étrangers au monde. Alors, on attire, mais on veut aussi exporter, et je pense évidemment à l'exportation de la production culturelle française, qu'il s'agisse du cinéma, qu'il s'agisse du livre, qu'il s'agisse de la musique, des arts vivants, bref, c'est vraiment un pan entier de notre action. Cinquième et dernière, mais en même temps peut-être plus fondamentale mission, le service public que nous apportons aux Français, qu'il s'agisse des Français de passage ou des Français établis à l'étranger. Il y a environ, selon nos comptes, enfin en tout cas pour ceux qui se font connaître, 2,5 millions de Français expatriés à l'étranger. Et c'est un service public dont nous sommes fiers, qui est en constante modernisation, parfois même plus moderne que ce qu'il fait en France. Les délais de délivrance des passeports, des cartes d'identité dans nos consulats, en fait, grâce à d'intenses efforts de modernisation, sont beaucoup plus courts qu'en France. Nous dématérialisons massivement. Bref, on essaie de rendre un meilleur service à nos concitoyens. Et c'est vrai par temps calme, pour toutes les activités, pour accompagner la vie de nos concitoyens à l'étranger. Et évidemment, a fortiori, en temps de crise. Et vous avez vu, à l'occasion de la guerre dans le Golfe, on a mené beaucoup d'actions pour faciliter le rapatriement d'un certain nombre de concitoyens qui étaient vulnérables et ou en grande difficulté. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, après cette page publicitaire en quelque sorte, mais juste pour mieux faire connaître la réalité de nos métiers, pourquoi aujourd'hui sommes-nous là et pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Alors que, vous voyez, il y a quantité d'autres urgences et crises auxquelles nous faisons face. Mais pour une raison en fait assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la science et la technologie sont plus que jamais au cœur de la géopolitique. Et les mutations technologiques, l'accélération que nous voyons, en fait, est devenue un enjeu majeur de rapport de force et de compétition entre les États. Et c'est très évident quand on voit les États-Unis et la Chine, avec une question pour l'Europe très fondamentale, c'est ce que nous sommes capables, nous, d'accélérer. On a un peu l'impression parfois que les autres courent et que nous marchons, ou d'être une sorte de brontosaure au milieu des vélociraptors, alors qu'en France et en Europe, on a des talents absolument extraordinaires, des institutions de recherche et d'éducation incroyables, des entreprises très innovantes. Et voilà, donc un enjeu fondamental, c'est comment l'Europe peut être un acteur majeur. Et si on ignore ce changement de paradigme technologique en cours, on va sacrifier les générations à venir. Et si on ne l'anticipe pas, on va mettre en péril notre sécurité. Comme vous le savez très bien, il y a deux grandes révolutions qui travaillent nos sociétés, qui recomposent les rapports de puissance et qui préparent le monde de demain. La transition bas carbone, 1.5 si on peut dire, et la transition numérique. Et les deux sont probablement, enfin même certainement irréversibles, et les deux sollicitent, mobilisent fortement la science. Et il paraît assez clair que l'avance technologique va conditionner la puissance de demain. Ça, c'est un facteur de puissance très fondamental, mais en même temps, ça crée aussi de nouvelles dépendances. Et qui sans totalement nous affranchir des anciennes, et je pense évidemment aux énergies fossiles, et on le voit ces jours-ci, avec tout l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz,
Mais ces nouvelles dépendances nous contraignent plus que jamais à agir. Et vous le savez, nos téléphones portables, nos ordinateurs, tout le numérique qui aujourd'hui facilite nos vies, mais aussi les infrastructures physiques de ce monde numérique, il s'agit des câbles sous-marins, des data centers, sont forts consommateurs de minerais critiques, de terres rares, comme les batteries des voitures, comme aussi tout ce qui contribue à la transition bas carbone, comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, etc. Et donc, le risque, c'est que nous tombions dans le piège de nouvelles dépendances. Et pour contrecarrer ce risque, il nous faut une diplomatie active et déterminée. Alors, la France est très en pointe là-dessus. L'Europe aussi y travaille, et vous avez peut-être entendu parler du rapport Draghi, du nom d'un ancien Premier ministre italien, qui a défini un certain nombre d'axes d'action, la diversification des partenariats et des approvisionnements, la promotion de la souveraineté industrielle, la recherche de partenariats bénéfiques, la mise en cohérence de nos moyens au niveau européen, mais aussi la mobilisation de financement, notamment de l'épargne privée qui est massive en Europe. Voilà, tout ça, j'ai envie de dire, la to-do list, elle est assez claire, mais maintenant, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action vite. Donc, toute cette importance stratégique maintenant des sciences et des technologies pour la géopolitique, c'est une réalité que nous voulons traduire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on le fait de plusieurs façons. On est en train de transformer en interne ce qu'on appelle la direction de la diplomatie économique, qui maintenant va travailler beaucoup plus sur ces sujets de souveraineté et de sécurité économique. On le fait aussi en montant en compétences sur ces enjeux-là, ce qui passe par la formation et notamment par le travail de l'Académie diplomatique et consulaire et par ce séminaire. Alors, malgré cette dynamique de reprise en main de nos destins technologiques, enfin, pas malgré, dans cette dynamique de reprise en main de nos destins technologiques, il ne faut pas perdre de vue l'objectif d'une science utile au plus grand nombre. Et pour cela, inciter les États à reprendre le chemin de la coopération. On le voit partout, dans les espaces traditionnels, mais aussi dans l'espace au-dessus de nos têtes, dans les fonds marins, dans l'espace informationnel, dans l'espace cyber, les logiques de prédation, d'exploitation sans limite, de rapport de force tendent à s'imposer. Et la régulation semble passer de mode. Et comme je disais tout à l'heure, les nouvelles frontières technologiques, au lieu de rassembler les nations autour de biens et d'initiatives en commun, sont à leur tour porteuses de conflits. Vous le voyez tous les jours, l'actualité aujourd'hui, elle est dominée par des actions de force et de faits accomplis de la part de quelques acteurs, des sortes de brutes, c'est des très grandes puissances. Mais en fait, quand on regarde avec un peu de distance, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'immense majorité, c'est-à-dire 170, 180 États dans le monde, sur 195, eh bien l'immense majorité des États, en fait, gardent un intérêt absolument fondamental à la coopération, à un ordre mondial guidé par le droit et à un multilatéralisme efficace. Et la France, elle, est à la pointe de cela. Et pour elle, c'est vraiment là où nous devons nouer nos partenariats, ne pas se laisser impressionner par cette logique de rapport de force et de fait accompli, et construire avec tout cela un ordre coopératif. Et pour vous donner un exemple, on désespère parfois, on s'inquiète justement qu'il y a de plus en plus de guerres, etc. Mais on est parvenu, il y a 3 ou 4 ans, à élaborer un nouveau traité pour la protection de la haute mer, auquel aujourd'hui plus d'une soixantaine d'États ont adhéré et qu'ils ont ratifié. Et donc on peut encore construire des initiatives multilatérales pour protéger notre avenir et nos biens communs. Voilà, donc ça, pour nous, c'est un axe absolument majeur. Et ce qui est vrai donc dans le domaine de l'environnement doit l'être dans le domaine de la santé, dans le domaine de la régulation des grands enjeux technologiques. Voilà. Alors, pour conclure, dans son discours sur l'origine de l'inégalité, Jean-Jacques Rousseau disait ceci. Le premier qui, ayant enclos un terrain,
s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Alors aujourd'hui, en ouverture de vos travaux, je forme le vœu qu'ensemble, diplomates, chercheurs et plus largement citoyens de bonne volonté, nous œuvrions à repousser les imposteurs, faire en sorte que la science et la technologie apparaissent à nouveau, pas seulement comme des actifs clés ou des facteurs de puissance à protéger des autres, mais aussi comme des biens publics au bénéfice de tous. Voilà, donc de nouveau, merci à toutes et tous pour votre participation à ce séminaire, qui va être aussi très utile pour nous, parce que ça va enrichir notre compréhension de toutes ces réalités d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon séminaire, mais je vous donne aussi un rendez-vous, donc ça c'est ma deuxième action publicitaire. Nous organisons pour la 2e année consécutive, les 4 et 5 septembre prochains à la Sorbonne Nouvelle, ce que nous appelons la fabrique de la diplomatie. Et c'est vraiment une initiative très extraordinaire où pendant 2 jours, il y a des débats, il y a des ateliers, il y a des rencontres où on peut appliquer le principe du directeur général consistant à faire connaissance de gens qu'on ne connaît pas. Vous pourrez voir des acteurs de la politique étrangère de la France. Vous pourrez voir, outre les institutions, des ONG, des entreprises, des institutions d'enseignement supérieur, rencontrer vraiment des témoins et des acteurs. Voilà, et comprendre donc les multiples facettes à la fois des enjeux internationaux et de la politique étrangère de la France. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Alors, donc, Monsieur le Secrétaire Général, très éminente assemblée, Monsieur le Secrétaire Général, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre intervention, pour sa clarté, mais aussi pour la profondeur des perspectives que vous venez de partager avec nous. Permettez-moi à mon tour de replacer cette journée dans le contexte qui a présidé à l'élaboration de son programme scientifique. En 2022, paraissait le 6e rapport du GIEC, auquel j'ai eu l'honneur de contribuer. Un rapport dont les conclusions, chacun le sait, n'ont cessé depuis de résonner. Elles disent l'ampleur des transformations à engager et surtout leur urgence. Mais ces travaux ont aussi pour moi ouvert une autre interrogation. Convaincu que les enjeux climatiques excèdent largement les cadres nationaux, j'ai fait le choix l'année précédente, et cela a été rappelé, de me confronter au monde des affaires étrangères en devenant auditrice du Collège des hautes études de l'Institut diplomatique, devenu depuis l'Académie diplomatique. De cette double immersion scientifique, diplomatique, est née en moi une conviction profonde. Nous ne pouvons plus penser nos actions de manière cloisonnée. Parce que d'une part, la lutte contre les changements climatiques, qu'il s'agisse d'atténuation, d'adaptation ou de préservation de la biodiversité, doit désormais être pleinement intégrée au cœur de nos décisions dans une approche résolument systémique et holistique. Et parce que, d'autre part, l'échelle internationale, les rapports de force, les dynamiques d'influence ne sont pas périphériques. Ils structurent profondément la manière dont ces enjeux peuvent ou non être traités. C'est à l'intersection de ces deux exigences qu'est né notre institut, TTI.5, The Transition Institute 1.5, aujourd'hui fort de 3 ans d'existence. Et c'est autour d'une devise simple mais exigeante qu'il s'est construit. Pour que les solutions des uns
ne deviennent pas les problèmes des autres. Une conviction, un principe dans l'action, et vous le verrez, le fil conducteur pour toute cette journée. Sur la question climatique, nous faisons nôtre l'intuition d'Edgar Morin. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Alors aujourd'hui, malgré le poids de l'actualité, ou peut-être précisément à cause de lui, nous vous proposons un déplacement du regard, via un prisme, le prisme du climat. Adopter ou revenir au prisme du climat pour prendre le temps de penser autrement comment environnement, sciences et technologies peuvent non seulement éclairer, mais véritablement structurer l'élaboration d'une diplomatie scientifique. Nous parlerons donc des solutions des ans, les minéraux critiques, l'intelligence artificielle, la géo-ingénierie, que nous mettrons à l'épreuve les problèmes des autres, durabilité, équité, justice, raréfaction des ressources, cadre réglementaire. Car nous sommes convaincus que c'est dans cette confrontation que se joue l'essentiel. Pour envisager ensemble ces questions, nous avons souhaité réunir des voix complémentaires afin de décrypter ces dimensions holistiques et systémiques qui nous sont chères. Des scientifiques, parmi les plus brillants, et des ingénieurs visionnaires, des éminents praticiens de la diplomatie au niveau national et international, des regards venus d'autres horizons, parce qu'il ne saurait y avoir de diplomatie sans ouverture, ni de progrès sans confrontation des perspectives, et parmi ces voix, des femmes, non pas comme une intention, mais comme une exigence, non pas comme une exception, mais comme une évidence. Je me réjouis sincèrement de la richesse des échanges à venir, et je forme le vœu, avec le secrétaire général, que cette journée permette à chacune et chacun d'entre vous non seulement de nourrir ses réflexions, mais peut-être aussi de déplacer son regard. Et pour ouvrir notre matinée consacrée aux minéraux critiques, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Daniel Franks, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Dear Professor Franks, it's a great pleasure to Cher professeur welcome you Franks, among c'est un us. grand plaisir de vous accueillir I would parmi like to nous warmly aujourd'hui. thank you for Et je never souhaiterais giving up being Vous with us remercier in person, sincèrement despite d'avoir the circumstances. déployé tous vos efforts pour être là Professor aujourd'hui, Daniel malgré Franks les is difficultés director que of the l'on Global connaît. Le Center professeur for Franks est Mineral directeur Security du at the Centre Sustainable Mineral mondial pour la Institute, sécurité University of minérale à Queensland, l'Institut des minéraux durables de and l'Université de a Queensland. Il former est également United Nations ancien advisor on critical minerals conseiller for auprès des the Nations energy Unies, transition. conseiller du He's groupe widely d'experts recognized sur les for his minéraux work critiques pour la transition on the énergétique. Il est connu pour son travail sur les connections between interconnexions minerals, sustainable development and entre poverty minéraux, reduction, matériaux and for et primary développement key durable, concepts réduction de la pauvreté. such as Il a mineral également security and development mineral. inventé des concepts tels que la sécurité minérale. Il a travaillé avec nombre d'acteurs publics et privés à la fois pour la mise en place d'innovations concrètes, notamment dans le cadre de plans à impact sociaux, par exemple. Il a eu une expérience de conseiller auprès de plus de 140 organismes miniers dans le monde entier, plusieurs publications. Par conséquent, son point de vue est tout à fait vaste et profond. Sans plus attendre, je donne la parole au professeur Daniel Franks, qui pose la question: est-ce que tous les minerais mènent à Rome et doivent-ils tous mener à Rome? Merci.